Bien, salut Roland. Salut Vincent. C'est notre deuxième épisode Eh oui. aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on a décidé, toujours dans le cadre de deux psychanalystes dans la ville, qui fait référence à Deux hommes de la ville, ce chef-d'œuvre de José Giovanni, qui est un livre sur le passage, de toute manière. On a décidé de parler de cette phrase tout de même scandaleuse de Bayrou, qui était destinée à la fois à choquer, à trouver des excuses un peu bizarres, et puis de nouveau à séparer la population, à séparer les gens, en jetant l'opprobre sur les boomers. Donc le thème de cette émission, c'est, on en a discuté ensemble, c'est faut-il tuer les boomers? C'est un peu choquant, mais enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il faut un petit peu d'humour. Tu connais la petite historiette rapportée par Freud du condamné à mort qu'on amène le lundi à l'échafaud et qui dit la semaine commence bien. Donc effectivement. Bon, alors, moi je crois que vraiment, de la part d'un Premier ministre, parce qu'il a quand même dit au moment où il a présenté son budget pour la France, de la part d'un Premier ministre, c'est vraiment le degré zéro de la politique qui consiste en quelque sorte à désigner un bouc émissaire. Ouais, de la politique et de la réflexion d'ailleurs. Le côté c'était mieux avant, quand on te dit ça, tout de suite l'ennui s'installe. Je veux dire, on est d'accord. Oui, et puis surtout, un Premier ministre, un gouvernement, un président de la République, ça devrait, d'une certaine manière, incarner le souci de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, de la responsabilité politique. Dire ça, c'est, si tu veux, du même niveau que dans la rue, parfois, où tu entends « à ces jeunes, maintenant, ils ne respectent plus rien, l'autorité, ils s'en foutent, les vieux, ils s'en foutent, etc. » Donc, ça ne veut rien dire, parce que, bien évidemment, c'est une manière de remplacer, par exemple, la question des classes sociales, la question des rapports sociaux dans une nation, par la catégorie très vaseuse de la classe d'âge. C'est-à-dire, on va dire, c'est une définition générique de la pensée politique au degré zéro. J'insiste beaucoup là-dessus. Bon, quel rapport, si tu veux, entre le boomer Bayrou, qui devait à l'époque avoir à peu près 16 000 euros de revenus en tant que Premier ministre, et peut-être d'autres choses à côté, et puis le vieux retraité de 70 ans, ou la vieille dame qui vient de partir à la retraite et qui a 1200, 1300, 2000 euros. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Ça ne tient pas compte de la distribution des revenus. Et puis, d'autre part, je pense qu'une fois de plus, on préfère désigner à la vindicte populaire, si tu veux, on va dire, les revenus des salariés, que ce soit en termes de salaire, ou en termes de prestations sociales, ou en termes de retraite, que plutôt toucher au patrimoine des plus riches, mais ce que j'appellerais les classes possédantes. Il faut être très clair là-dessus. Parce que même si tu veux, même la bipartition pauvre et riche, c'est encore une façon de mettre un écran, tu vois. Oui, de faire des généralités, voilà. Et on sait que quand on fait des généralités, on a toujours tort. Absolument. Bon, c'était mieux avant. J'ai un petit peu regardé les chiffres. Enfin, c'est pas évident du tout. Hein. D'abord, ça ne tient pas du tout compte, je dirais, de l'évolution, par exemple, des conditions de vie, par exemple, la durée du temps de travail. Ça ne tient pas compte, je dirais, également de l'espérance de vie. On sait bien que, je ne sais plus, en une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a pris 17 ans d'espérance de vie. Bon, ça ne tient pas compte de la réduction de la mortalité infantile. Alors, chose intéressante, chose extrêmement intéressante, c'est que la réduction de la mortalité infantile, en France, elle est en train de stagner. Mais pourquoi? Ce n'est pas la faute des boomers. C'est parce qu'on est en train de détruire les services publics et qu'on a notamment mis non seulement l'hôpital à l'os, mais les services de protection maternelle et infantile. Et on voit bien comment la France est passée, autour de 1996, je crois, du 3e rang de l'Union européenne en termes de mortalité infantile, comme réduction de la mortalité infantile. D'ailleurs, on était très bien placés, on a un très bon
système de dispositifs de santé, on avait un très bon système de protection maternelle infantile, à aujourd'hui le 23e rang. C'est pas les boomers, ça. Alors il faut être très clair, parce que c'est très à la mode. Hein. Je veux dire, tu vois, ce type d'émission qu'on fait, moi j'ai écouté une émission, je ne sais plus sur quelle radio, j'ai regardé la télé aussi, où il y a eu un débat, pas terrible d'ailleurs, sur cette question. C'était sur LCP, tu me dis. Oui, c'est ça, c'est sur LCP. Bon, si tu veux, j'ai un peu regardé, c'est très à la mode. Il y a eu aussi récemment une tribune dans Le Monde de deux boomers qui ont été décorés de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, je crois, Jean Pisani Ferry et Jean-Louis Boulange. Et quel est le problème, le problème, c'est qu'en gros, ils disent notre génération, finalement, elle a beaucoup reçu et finalement, elle a peu donné. On a raté un certain nombre de choses. Alors, on a raté l'Europe, je crois que c'est un des deux, je ne sais plus lequel, qui dit de manière tout à fait pertinente d'ailleurs, qu'il était triste de voir Van der Leyen se soumettre à Trump, et il parle même du syndrome de Stockholm, ce qui me paraît très pertinent. Hein. Mais ça, c'est pas la faute des boomers en général, c'est la faute des boomers qui sont au pouvoir. Alors si Bayrou, en quelque sorte, accuse, reproche aux boomers, finalement, l'état de la France, si c'est un auto-reproche, on est d'accord. Effectivement, grâce à lui d'ailleurs, c'est par lui que nous avons eu Emmanuel Macron, nous le savons, mais c'est aussi par lui que depuis un certain nombre d'années, bien d'autres hommes politiques, pas que lui, mais encore une fois, pourraient effectivement prendre la responsabilité de considérer qu'ils ont mis les services publics à l'os. Si on prend par exemple la question de l'hôpital, j'ai aussi écouté récemment, pour le coup, une émission intéressante de France Culture, je crois, sur l'hôpital, avec François Crémieux qui dirige la séance publique à Marseille et un économiste, Frédéric Bizard, notamment, oui, sur la question de l'hôpital. Bon, la question de l'hôpital, effectivement, le vieillissement de la population fait qu'il y a un accroissement des maladies chroniques et qu'il y a aussi, je dirais, un accroissement des polypathologies. Alors, ce qu'on appelle polypathologie, je l'ai compris lorsque j'ai moi-même été hospitalisé, les polypathologies, c'est les vieux. Puisqu'effectivement, ça dysfonctionne un peu de partout. Ouais. Mais, en quelque sorte, ça veut dire qu'effectivement, dans la manière de gérer les services publics, dans la manière de les soumettre justement à des nouvelles normes, de les mettre à l'os du point de vue de la gestion, du point de vue du financement, du point de vue même de la pensée de ce qu'est le soin, de la pensée de ce qu'est aussi l'éducation, de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'information, etc. Le capitalisme néolibéral, je dirais, il a participé à la destruction des biens communs que constituaient justement ces dispositifs sociaux. Je veux dire, c'est ça que ça veut dire. Après, on va parler de quoi? On va parler des 30 glorieuses. Alors, on va parler de 1945, notamment à maintenant. Alors, c'est pratique, ça. C'est vraiment pratique, 1945 à maintenant. Pourquoi? Parce que, d'une part, 1945, c'est vrai, c'est la fin de la guerre, mais on oublie que en mai 1944, le Bureau international du travail, à Philadelphie, déclare que si on ne veut plus de ces guerres fratricides qui ont ensanglanté l'Europe, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il faut investir dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans la justice sociale. Ce qui est extrêmement important, la guerre n'est pas terminée. Or, justement, aujourd'hui, tous ces services-là n'apparaissent pas comme le levain de l'inachevé, comme disait Walter Benjamin, le futur, le devenir, mais apparaissent comme la cause de nos déficits publics. Oui. Donc, si tu veux, je trouve que déjà, il y a un biais méthodologique, tu vois, de prendre... Pourquoi 1945 ? Pourquoi ne pas prendre 1944 ? Et puis, quand même, encore une fois, c'est peut-être un peu oublié. Alors, la génération avant celle des boomers, dont je fais partie, cette génération aurait beaucoup apporté, elle aurait été très courageuse, elle aurait sacrifié au bien national,
Bah, c'est très joli, c'est très beau, c'est en partie vrai, mais en partie seulement. Parce que c'est un peu comme si, finalement, les Français avaient été tous résistants, comme si les Français avaient tous été gaullistes, comme si tous les Français avaient participé à construire un État social, etc. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est là où Bayrou nous prend pour des imbéciles. Il sait très bien, c'est un vieux loup, il sait très bien que la politique, c'est pas ça. Donc il sait très bien qu'il y a eu, d'une certaine manière, une France déchirée. Il y a eu un gouvernement à Vichy, un gouvernement à Londres. Il y a eu des collabos, il y a eu des miliciens, il y a eu des fascistes. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis encore une fois, c'est quand même un peu facile de considérer que cette génération des 30 Glorieuses, en gros, elle est née en 45, allez, admettons, elle est en 45, et alors comme ça a été pendant 30 ans tout à fait merveilleux. Bon, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai retrouvé, je pourrais un jour les montrer à nos amis qui veulent bien participer, contribuer à notre émission et la suivre, mais moi j'ai retrouvé des tickets de rationnement que mes parents avaient, rationnement de pain, rationnement de sucre, rationnement de charbon, etc., des années 48-49. Parce que le rationnement alimentaire, ça a été jusqu'au 30 novembre 1949. Et en Angleterre, je crois qu'il a fallu attendre 1952. Bon, après, à l'école, moi je me souviens parfaitement, il ne faut pas croire, encore une fois, que les gens sont nés en 45, allez, ça y est, c'est terminé, il ne s'est rien passé avant, et en gros, c'est les 30 glorieuses, le devenir. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, moi je me souviens très bien, en 1954, à l'école, on s'inquiétait parce qu'on parlait de la guerre du canal de Suez. En 1956, en 1954 aussi, on a parlé de la Toussaint Rouge, quand même, on a parlé du début de la guerre d'Algérie, à moins de considérer que la guerre d'Algérie est une simple opération de police, à ce moment-là, à la manière de Poutine, considérant que l'Ukraine, c'est une simple opération de police, quoi. Mais sinon, c'était bien une guerre, il y a eu les guerres décoloniales, il y a eu l'échec de Dien Bien Phu, je veux dire, l'Indochine, il y a eu les guerres d'Algérie, c'était pas rien. Moi, je me souviens, j'étais gamin, au-dessus de chez moi, il y avait deux frères. Quel âge tu avais, toi, au moment de la guerre d'Algérie? Ah, écoute, tu sais que je ne demande jamais mon âge. Disons que, disons qu'en gros, au moment de la guerre d'Algérie, j'avais entre 10 et, on va dire, 10 et 16 ans, quelque chose comme ça. Quoi. Hein, bon, donc, tu n'avais pas l'âge de la faire? Alors, j'avais pas l'âge de la faire, mais mes parents étaient très inquiets parce que j'aurais pu être appelé sous les drapeaux, comme on disait, si il n'y avait pas eu les accords d'Évian. Dans les années qui auraient suivi, pas tout de suite bien évidemment. Bon, j'étais sursitaire, mais bon, mais c'est pas ça, c'est que si tu veux, là c'est pareil, il faut bien voir que quand je te parle des tickets de rationnement, bon, donc les tickets de rationnement, j'étais né lorsque il y en a eu, bon, si tu veux, et il faut voir par exemple, j'ai trouvé des papiers, mon père était un récalcitrant du service du travail obligatoire. Donc il était recherché, entre guillemets, par la police allemande, puisqu'il refusait de partir en Allemagne, etc. Donc, bon. Il faut pas croire que, allez, en 1945, ça y est, tout ça est fini, c'est terminé. C'est pas vrai. Je veux dire, les gamins qui sont nés en on va dire, 45, 46, 47, 48, 50, etc., il y avait l'ombre portée de ce que les parents ont vécu. Il y avait l'ombre portée des divisions qui avaient déchiré la France. Il y avait l'ombre portée de la Shoah. Il y avait l'ombre portée, si tu veux, de la résistance, de la collaboration, de tous ceux qui n'étaient pas entrés dans la résistance. Et, si tu veux, je crois, encore une fois, que c'est trop facile, cette espèce de segmentation chronologique qui est davantage utilisée pour des raisons idéologiques que pour, je dirais, une analyse historique et, je dirais, une réflexion politique et sociale. C'est ça qui me paraît important. Après, quand même, on a eu, au moment de la guerre d'Algérie, toutes les atrocités.
Ça, on était gamin, on en entendait parler. Encore une fois, mon père travaillait sur le port. Il était chef de service dans, dans l'entretien des services techniques du port, etc. Je le voyais rentrer parfois à la maison. J'étais gamin, tout petit, il était d'une extrême tristesse. Et il parlait à ma mère, je les entendais, des cercueils qu'on débarquait, des appelés du contingent. Je veux dire, enfin, il ne faut pas déconner, quoi. Je veux dire, on sait très bien qu'ensuite, 56, 58, l'arrivée de Gaulle au pouvoir, elle ne s'est pas faite très gaillardement comme la suite de la libération. Il y a eu quand même la tentative de putsch des généraux Félon. Enfin, mais tu ne crois pas, juste une question, je t'interromps là parce que ça me vient comme ça, donc tu connais le principe de l'association libre, à peu près. Est-ce que tu ne crois pas que cette responsabilisation des boomers ne viendrait pas justement des événements de 68, considérant que c'est une révolution bourgeoise, d'enfants gâtés? C'est une question que je me pose. Alors, bon, 68, alors, je l'ai vécu, j'étais là étudiant, j'ai étudié en Nanterre. 68, d'abord, nous n'avons pas tous compris ce qui était en train de se passer. C'est toujours pareil, dans les événements qui ont lieu, quand on est plongé dans les événements, on ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer. Ce qui était évident, c'est qu'il y avait une espèce de révolution culturelle en marche qui touchait peut-être davantage, je dirais, peut-être comme aujourd'hui sur d'autres plans, des éléments sociétaux que des éléments sociaux. Les éléments sociaux se sont branchés après. C'est-à-dire que d'abord, ça a été le mouvement du 22 mars avec Daniel Cohn-Bendit. Ça a été, moi je me souviens très bien quand j'étais étudiant dans les résidences universitaires, l'interdiction pour les garçons d'entrer dans les résidences des filles dans les résidences des garçons. C'était, on va dire, c'était en quelque sorte, ce qui était offert, c'était une société de consommation avec un régime très patriarcal, avec une autorité, on va dire, très mandarinale à l'université. Ça, je me souviens très bien, hein, on a connu tout ça. Mais ce n'était pas la même université, ce n'était pas une université de masse. Je veux dire, dans la première année de fac, que ce soit en lettres, en droit, en sciences humaines, en médecine, en sciences et ailleurs, on va dire que première année, moi je me souviens, il y avait 10-15% qui passaient en deuxième année. Donc effectivement, tu arrivais en deuxième année, tu arrivais en licence. Bon, c'est un peu comme aujourd'hui en médecine, tu vois, une fois que tu avais passé les concours, bon, bah, tu savais que tu avais de grandes chances de terminer. Mais donc, on n'était pas dans la même université. Mais c'est vrai que cette université un peu mandarinale, tout ça, etc., fondée sur la sélection, avec un bac qui était lui-même très sélectif. Je n'ai pas les pourcentages de classe d'âge, mais ça n'a rien à voir avec les 90 ou 98% aujourd'hui. Aujourd'hui, en gros, les gouvernements successifs ont transformé le baccalauréat en certificat de fin des études secondaires. Donc du coup, il a perdu la valeur qu'il avait pour l'accès au marché du travail. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai connu une époque où, on va dire, on recrutait des instituteurs et le premier bac, il y avait 2 bacs, premier et deuxième bac. Deuxième bac, bien évidemment, sans problème, mais on trouvait du boulot, etc. C'était pas la même organisation. Donc 68 a été un moment d'émancipation, de libération, mais qui, à mon avis, a d'abord été, concernant la civilisation des mœurs, a plutôt été du côté des valeurs, a plutôt été du côté d'une espèce de révolte contre une société de consommation, hein, telle qu'elle a pu être, par exemple, critiquée non seulement par Marcuse, bien sûr Pasolini et bien d'autres, hein, mais et après, du coup, le social s'est branché. Moi, je me souviens, on va organiser des réunions et avoir vu débarquer des syndicalistes me disant, en gros, mais t'as pas le droit comme ça d'organiser. Bon. Puis après, ça s'est un peu dégénéré. Après, je me suis retrouvé, quand j'étais assistant à la fac, dans les années 70, on va dire que, effectivement, c'était la queue de la comète, et 68 n'était plus ce qu'avait été ce mouvement d'émancipation et de révolte
en mai 68. C'est devenu des affrontements entre des groupes, on va dire, surtout dans les universités de sciences humaines, de lettres et autres. C'était un peu un affrontement entre, on va dire, les tenants de l'ordre, dont faisait partie d'une certaine manière l'université, tout ce qui était communiste, socialiste, et puis, je dirais, ceux qui voulaient une révolution permanente, on va dire, les gauchistes pour aller très vite. Hein. Donc, oui, mais parler de pensée 68, par exemple, je trouve que c'est un peu bête, quoi, c'est un peu débile, quoi. Voilà. Et puis surtout, le message que je voudrais essayer de faire passer, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on désigne un bouc émissaire? On sait bien que, souvent dans une société, lorsqu'elle est en voie de dislocation, lorsqu'elle est en voie de fragmentation, une des tentatives les plus molles, en même temps les plus lâches et les pires, c'est de désigner des boucs émissaires. Les immigrés, les vieux, les jeunes, etc. C'est classique. Et là, si tu veux, c'est en même temps une espèce de myopie par rapport à l'histoire. Moi, je veux bien qu'on parle des 30 glorieuses, je veux bien qu'on parle des boomers, je veux bien qu'on parle des retraites, je veux bien qu'on parle des capitaux, des successions, de tout ce qu'on veut, mais à condition que ce soit dans une dimension historique. Et je t'ai retrouvé, là, puisque je savais qu'on allait se voir cet après-midi, un texte, tu sais que j'adore, Marc Bloch. Alors malheureusement, L'étrange défaite, je n'ai fait que le lire que 2-3 fois. Je m'en livrerai, je le lise encore au moins une bonne demi-douzaine de fois pour en tirer toute la quintessence. Mais il y a une phrase de Marc Bloch que j'adore quand il dit « Le proche passé est, pour l'homme moyen, un commode écran. Il lui cache les lointains de l'histoire et leurs tragiques possibilités de renouvellement. » Et je crois que, si tu veux parler des boomers, parler des 30 glorieuses, finalement, c'est ce proche passé, quoi. C'est ne pas tenir compte de ce qu'il y a eu avant, qui a été extrêmement important. C'est ne pas tenir compte de l'histoire. Ce n'est pas tenir compte aussi de ce qui est en train de ressurgir aujourd'hui. C'est cela que je trouve extrêmement inquiétant. Après, mais je pense que je ne voudrais pas être trop long parce que je pense que tu as des choses à dire. Toi, tu es un peu quand même... tu n'es pas boomer, mais... Je suis un enfant de boomer, j'ai profité. Voilà, donc c'est marrant parce que justement le reproche, juste une parenthèse, j'ai pas tellement de choses à dire que ça sur ce sujet, mais le reproche qui est fait par ma génération à la vôtre, il est injuste en ce sens, c'est qu'on a quand même une enfance de parents de boomers, si tu veux. On a profité de ces 30 glorieuses. Oui, alors, je pense que... comment dire? Encore une fois, quand on parle des 30 glorieuses, tu vois, si c'est 1945-1975, c'est encore une fois une segmentation qui me paraît reposer sur quelques critères, mais en exclure beaucoup. Puisque je te dis, je pense que c'est quand même vraiment ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on ne peut pas dire que 1945, quelque chose démarre et fait table rase de tout ce qu'il y a eu avant. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, moi je me souviens très bien, les parents disant dans la rue, à l'école, les mères se parlant, en disant c'est des enfants de la guerre, ou c'est des enfants de l'après-guerre, c'est-à-dire que leur agitation, leur anxiété. Et enfin, moi je sentais très bien que, mais encore une fois, plusieurs années après la fin de la guerre, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, mais que dans le quartier, on savait bien qu'un tel, il n'avait pas été très clair quand même au moment de l'occupation. Par contre, ma mère était très émue quand elle se souvenait des enfants juifs qu'elle voyait partir, elle avait les larmes aux yeux. Enfin, on en parlait de tout ça. Donc, si tu veux, j'apprécie pas trop ce type de segmentation. Je pense que c'est fait pour des raisons idéologiques et c'est une façon d'essayer de désigner des coupables, je dirais des responsables, et de se disculper de ce que a constitué, à mon avis, depuis au moins facilement, Giscard d'Estaing, pour aller très vite,
l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme qu'on peut appeler le capitalisme néolibéral. On parle des fois de néolibéralisme, mais c'est vrai que les sociologues préfèrent parler de capitalisme néolibéral. Mon ami Frédéric Pierru, qui est un sociologue de la santé, parlera de capitalisme néolibéral et pas de libéralisme, par exemple. Et c'est ça qui a détruit l'État social, encore une fois. Je veux dire, bon, alors, il fallait être au courant. Je veux dire, quand Pisani ou Boulange font, de manière assez juste, dans leur tribune, remarquer que pour l'Europe, finalement, l'unification économique n'a pas produit pour autant une espèce d'instance politique, géopolitique, que finalement on vient de s'écraser devant Trump et autres. Bon, quand il fait remarquer qu'on n'a pas assumé la transition écologique, oui, c'est vrai, mais enfin, on oublie aussi, sur la transition écologique, il ne faut quand même pas déconner. Je veux dire, non mais franchement, je veux dire, tu sais que j'ai fait un livre qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu », j'ai repris les rapports du couple Minnaert dans les années 70. Il donne en gros, de manière tout à fait prédictive, les probabilités de ce que va devenir la planète si elle est exploitée comme elle l'est, en considérant qu'on est complètement fou d'exploiter à l'infini une planète aux ressources finies. On est en 1970. On a la candidature de René Dumont, en 1973, je crois, c'est pareil, le Club de Rome et autres. Mais qui alerte sur tout ça? Mais attends, c'est des boomers. Certains sont morts d'ailleurs, mais bon, c'est des boomers. Mais je veux dire, c'est bien les politiques qui finalement se sont complètement foutus de la transition écologique. Alors, si Pisani et Boulange se le reprochent, bon, ils ont eu des responsabilités. Moi, j'ai pas eu de responsabilité, sauf à l'université, comme tu sais. Bon, mais, oui, d'accord, mais c'est pas tous les boomers, tu vois, ça veut rien dire, les boomers, encore une fois. Et, bon, je crois que également cette tribune, je parle de cette tribune parce qu'elle est pas mal faite par deux hommes, je pense. C'est pas un est social-démocrate, l'autre, je dirais, plutôt centriste, mais c'est très correct, moi, je veux dire, comme posture, encore une fois. Puis c'est pas une injure d'être social-démocrate, c'est notre problème. Il ne faut pas qu'on recommence les erreurs que les Allemands ont pu faire en 1932, 1933, qui avaient été analysées d'ailleurs par Simone Weil au moment de la grève de Berlin, comme tu sais. Bon. Si tu veux, il se reproche de ne pas avoir vu que la mondialisation allait produire un choc terrible, et quelque chose que tu connais beaucoup mieux que moi, à savoir effectivement le choc chinois. Bon. Mais, je veux dire, moi je n'étais pas aux commandes de l'industrie, aux commandes de la politique, aux commandes des décisions économiques. Bon, je suis universitaire, psy, mais bon, et je pense que le retraité qui va jouer dans mon quartier et au boule, encore qu'il y a de moins en moins de boulodromes, comme tu sais, dans les quartiers, mais... Il n'est pas responsable non plus. Il n'est pas responsable non plus. Est-ce qu'il y a eu des réponses à Bayrou, politiques, je veux dire? Est-ce que l'opposition, est-ce que les socialistes ont répondu? J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de silence abyssal par rapport à... Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bon, personne n'a bougé. Je te dis, moi, j'ai un peu regardé et écouté. J'ai pas vu grand-chose. Je te dis, j'ai vu cette émission. Je te dis, c'est sur LCP, tu m'as dit qu'il n'était pas France terrible. Info, je crois. Bon, une autre qui n'était pas terrible. J'ai pas vu. Non. À part nous. Non, j'ai pas vu. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tu as autre chose à ajouter? Non, j'aimerais bien que toi, tu nous dises un peu, alors en tant qu'enfant de boomer, est-ce que tu penses que tes parents sont responsables du malheur du monde? Non, je ne pense pas qu'ils soient responsables. Du malheur du monde, hein? Du malheur du monde, non. Voilà. Je pense qu'ils ont bénéficié. Je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre le fait ce qu'a dit Bayrou, c'est scandaleux. Franchement, ça m'a scandalisé parce que responsabiliser une catégorie de la société, je trouve ça anormal. Catégorie générique. Générique, tout à fait. Je trouve ça anormal. Et il y a un amalgame qui est fait entre l'idée d'avoir bénéficié d'un contexte économique favorable, ce qui est indéniable. On ne peut pas, c'est vrai qu'il était plus facile à l'époque. Je vois mon père à salaire à peu près égal, à niveau de vie égal, il avait 2 voitures, 2 maisons. Il vivait plus facilement que ce que je peux vivre aujourd'hui, qui avait quand même une espèce, je déteste ce mot, d'ascenseur social, mais on voit
que maintenant, moi je viens de l'Est de la France, hein, d'une région qui est complètement meurtrie aujourd'hui, hein, qui était une région sidérurgique, où on était tous à l'école ensemble. Il y avait évidemment beaucoup d'enfants d'ouvriers, dont les pères travaillaient soit dans les mines, soit dans la sidérurgie. Donc vraiment des conditions de travail très dures, difficiles. Et il y avait, comme tu le sais, puisque c'est frontalier, des garnisons. Donc grosso modo, la majorité des enfants, c'était des enfants de... Enfin, la majorité des élèves, c'était des enfants soit de militaires, soit d'ouvriers, soit de la petite bourgeoisie de province, médecins, avocats, etc. Donc, on vivait tous ensemble, déjà. On était tous dans la même école, et quand il y avait des anniversaires dans les quartiers ouvriers aux alentours de Thionville, on était invités. Il n'y avait pas de différence. Et c'était des quartiers dans lesquels régnait de la joie, en fait. C'était assez joyeux, ça se passait bien. Les gens n'étaient pas dans une espèce de misère noire, malgré des conditions de travail très difficiles pour leur père. Donc il y avait, je pense, que l'amalgame qui est fait, c'est entre ce... Maintenant, tu y vas, c'est affreux, hein. C'est des zones industrielles, des zones commerciales, je ne sais même plus comment ils appellent ça, où tu n'as plus que des espèces de supermarchés, tu vois, beau lapsus, des supermarchés à prix cassé, là, on ne va pas citer les marques, mais où tu achètes tout pour 2 euros, etc. C'est des trucs qui viennent de Chine, pour le coup, ou des ongleries, ou des conneries comme ça, où tu peux aller te faire les ongles. C'est désert. Ces cités ouvrières où les maisons étaient assez jolies, hein, elles avaient du charme, c'est des petites briques rouges avec les enfants qui jouaient, on jouait tous dehors, enfin ça se passait comme ça. Maintenant c'est muré pour éviter que ce soit squatté, et les gens partent, ceux qui peuvent, travailler au Luxembourg. Donc ce sont des villes qui sont quasiment mortes, enfin qui sont des villes des villes fantômes qui ont perdu leur âme. Donc je pense que l'amalgame qui est fait, c'est entre le bénéfice d'une prospérité économique, entre guillemets encore, parce qu'évidemment, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu des difficultés encore, et la responsabilité des boomers. Genre, voilà, on en est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez profité de cette espèce de manne économique. Mais ça, je pense que c'est une erreur grossière. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais alors, peut-être, si on prend 2 minutes avant de terminer cette émission, d'une part, tu m'as dit, je ne sais pas si tu en as parlé, là, il me semble que c'est dommage que tu n'aies pas davantage évoqué, que quand même, il y a aussi comme une espèce d'injonction à ce que finalement les boomers se sentent coupables et tristes, et que la population... Oui, c'est Deleuze. Voilà. C'est ce que dit Deleuze. Voilà. C'est-à-dire que pour tenir une population, il faut la rendre triste. Voilà. Hein, donc on le voit, il suffit de... Moi, comme tu le sais, on ne va pas le répéter à chaque émission, mais j'ai vécu 12 ans en Chine. Bon, les informations chinoises, à l'inverse des informations en France, elles sont plutôt joyeuses. Ils annoncent quasiment que des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on appelle la propagande. Mais ici, on a une propagande... J'exagère, hein, je caricature, tu aurais compris, je plaisante. Mais ici, tu as une propagande inversée. Tu allumes la télévision, mais tu prends un Lexomil. C'est que des mauvaises nouvelles. C'est sans cesse des mauvaises nouvelles, si tu veux. Donc, effectivement, Deleuze a raison. Je le rejoins entièrement sur ce point, en tout cas. Pour maintenir une population, il faut la rendre triste. C'est le meilleur moyen d'en faire ensuite ce que tu veux. Et ça a commencé déjà. Moi, je me souviens, alors, pour terminer juste avec des souvenirs d'enfants de boomers, comme tu dis, mon père devait faire la guerre d'Algérie, un peu plus âgé que toi. Il est de quelques années avant toi, il est décédé hélas. Le drame de sa vie, c'est qu'il a eu un accident de voiture très très grave juste avant de partir, où il a fait une année d'hospitalisation, et il voyait effectivement, c'est ce que tu racontais lorsque tu parlais de ton père, et des jeunes gens que tu as vus revenir d'Algérie, lui il revoyait ses copains revenir de l'Algérie, donc il a éprouvé toute sa vie une espèce de honte insurmontable de ne pas avoir combattu parmi ses amis en fait, et une tristesse infinie de les voir rentrer comme ça dans des états soit de blessures physiques, soit psychiques très très graves, enfermés dans des cauchemars d'une cruauté absolue. Hein. Bon. Et puis, il avait ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué sa vie d'homme et de père. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de mon père. Et la deuxième chose, c'est que c'était un enfant de la guerre froide aussi. C'est qu'il n'avait qu'une terreur, c'est que les Russes nous envahissent. Enfin, on vivait quand même, il faut se souvenir avec ça. J'ai écrit un livre qui va sortir, là, comme tu le sais, au mois de janvier, ou 1983. Donc, 1983, moi j'ai 12 ans. Donc je suis en 5e ou en 6e dans ces eaux-là. On s'attend à tout instant à ce que les Russes arrivent. C'est presque pire qu'aujourd'hui.
Ah ben moi, je vais te dire, mes parents, comme tu le sais, sont d'origine italienne. Eux sont nés à Marseille, tous les deux, mais du côté de ma mère, pas du côté de mon père, mais du côté de ma mère, les grands-parents sont nés en Italie, ils sont arrivés tout petits à 5 ans en France. Bon. Mais donc j'aurais dû apprendre l'italien. Et d'ailleurs j'adore cette langue que je n'ai pas appris autrement qu'en volant des mots à mes parents. Hein. Qui entre eux par l'italien. Qui entre eux de temps en temps. Surtout quand ils ne voulaient pas que je comprenne. Ce qui fait que sur le divan, des mots italiens me sont revenus, alors que je n'ai jamais appris l'italien, que je ne connaissais pas cette langue, etc. Bon. Et mon père, obsédé par cette histoire de guerre froide, m'a fait apprendre l'anglais et le russe, qui sont deux langues que je ne parle pas, que je déteste. Pour être sûr que tu sois dans le bon camp. Pour être sûr que, de toute façon, ou peut-être pas ça, c'était pas trop son truc, c'était en gros pour que je survive dans un monde hostile. Mais ça, c'est extrêmement important. Pour terminer, justement, notre émission, je trouve que la manière dont certains, comme Bayrou, désignent, si tu veux, les boomers et leur demandent finalement une espèce de rétrospective, je vois quoi, d'une certaine manière, on sait d'ailleurs, hein, mais ça ressemble à ce que Foucault appelle la technique de l'aveu. C'est-à-dire, quand il reproche à la psychanalyse de faire partie de la technique de l'aveu et des confessions. De la part de Bayrou, ça ne nous étonnera pas, et on ne va pas dire plus que ça. Oui, bon, on ne va pas tomber dans on va pas tomber là. Bon. Mais voilà. C'est pas nous, c'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Mais bon, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, faites votre mea culpa et acceptez finalement qu'on vous prenne un peu de pognon, acceptez finalement qu'on taxe un peu les successions et autres. Et quand même, le vieux marxiste qui est en moi, hein, comme tu sais, j'ai plusieurs attachements à des théories de valeurs différentes, mais dont celle-là. Hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jaurès ou Camus et Benjamin, hein, à la fois ce côté marxiste et puis ce côté en même temps spiritualiste qui me paraît essentiel. Quand même, ce qu'on pourrait aussi dire de manière un peu brutale, c'est que finalement, on veut faire porter sur un ensemble, on va dire, purement nominatif d'une population. Puisqu'encore une fois, je pense que Vincent Bolloré ou Bernard Arnault sont peut-être des boomers, mais je ne crois pas qu'on puisse être dans la même catégorie, bon, etc. Bon. Et ben, on fait porter sur une partie de la population, essentiellement, on va dire, des salariés retraités, pour ne pas toucher aux super profits, aux super capitaux, aux super successions, finalement, des classes dominantes. Il y a quand même ça, si tu veux. Tu vois, on va reprocher à la retraitée l'indexation à 1% de sa retraite de 1 500 €, ou de 2000, allez, même de 4 000 € si tu veux, mais on ne parlera pas des 1 000 millions de dollars de c'est ce que disait Piketty. C'est ce que disait Piketty en faisant des comparaisons avec la Révolution française, en disant mais attendez, il faut qu'il s'achète un livre d'histoire. Vous voyez bien que là il y a des dissensions terribles dans la société. C'est pour ça qu'à mon avis, tu vois, et je pense que, et ça rejoint la question de la psychanalyse, mais c'est bien du côté de l'histoire que se situe ce que vous appelez d'ailleurs la science des remèdes. C'est de ce côté-là où on aura des thérapeutiques. Histoire singulière, du côté de la psychanalyse entre autres, hein, pas que la psychanalyse d'ailleurs, et du côté, je dirais, du social et du politique, l'histoire et la sociologie sûrement. Bien. Eh ben, on va rester là, mon vieux. On se retrouve dans 15 jours. Tu vois, je te dis mon vieux. Bientôt, ça va interdit, tu sais. Oui, je te ferai un procès. Je te tiendrai responsable.